Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 429e rencontre Vlil. Et ce soir, on reçoit donc François Pierretti pour son roman Chasse gardée aux éditions Viviane Ami et Lise Chasteloup, qui est donc directrice de la maison, qui est habituée à ces rencontres. Bonsoir à tous les deux. Eh ben bonsoir Anthony. Il y a des livres qui s'ouvrent comme on pousse une porte, et puis il y a ceux qui s'ouvrent comme un territoire. Chasse gardée appartient à cette seconde famille, rien n'y est donné d'emblée, tout s'y conquiert à pas lents, dans une géographie intime où la violence ne crie pas, où elle s'installe, durable, presque domestique. Ce roman ne raconte pas seulement une histoire, il met en scène un système de regard, de silence, de loyauté trouble, un monde où l'on hérite autant de gestes que de fautes, où la terre, les corps, les familles deviennent des zones sous contrôle. Chez François Pierretti, il n'y a pas de surplomb moral, il y a une attention aiguë portée aux lignes de fracture. Au moment où quelque chose cède, sans bruit, au lieu où l'on apprend très tôt ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, et surtout qui décide. Chasse gardée est un roman de seuil, seuil entre l'enfance et l'âge adulte, seuil entre protection et prédation, seuil entre ce que l'on croit aimer, ce que l'on accepte de taire. Et ce qui frappe d'abord, c'est la retenue, une écriture qui avance, sans tapage, mais avec une précision presque chirurgicale. Chaque phrase semble se demander si elle a le droit d'exister. Chaque scène paraît peser contre ses conséquences. Alors ce soir, nous n'allons pas parler d'un livre comme d'un objet fini. Nous allons essayer d'habiter ce territoire ensemble, de revenir aux scènes fondatrices, aux choix de langue, aux silences assumés, et peut-être si nous y parvenons, de faire entendre ce que ce roman dit du monde que nous partageons, même lorsque nous préférerions détourner les yeux. Bonsoir, François, à nouveau. Merci. Vous faites ça très bien. On va vous demander de participer à toutes les rencontres à ma place. Je crois que c'est très bien. Non, non, c'est sûrement vous qui allez en parler le mieux. Euh, alors Lise, j'aimerais avant que François nous parle de ce roman, c'est un deuxième roman après Saltimbanque. Absolument. J'aimerais que tu nous parles de son entrée au catalogue Viviane Ami, comment tu l'as découvert avec Saltimbanque et ensuite pourquoi tu as décidé aussi de continuer l'aventure avec Chasse gardée. Alors, comment dirais-je? Sur Saltimbanque, c'est vraiment Viviane qui était encore à l'époque dans la maison d'édition. C'est elle qui a découvert François. Donc François pourra vous parler finalement beaucoup mieux que moi, puisque moi j'étais pas encore dans les murs quand Saltimbanque a paru. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le lire une fois fini et voilà. Et là encore, enfin, on a des thèmes de prédilection. Il y a toujours ce côté très outcast en fait, toujours d'avoir des gens qui sont, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on a à la fois une description sociale qui est extrêmement bien maîtrisée, qui est bien faite, où on s'inscrit vraiment, je dirais, effectivement un peu en dehors, c'est des gens qui sont toujours un peu en dehors de la société, mais ce qui dit énormément sur la société dans laquelle on vit. Et il y a toujours quelque chose, c'est quasiment comme un éloge à la lenteur. Et ça, tu l'as bien souligné, Anthony, dans ton introduction, et je te remercie. Avec François, on prend son temps. En tout cas, enfin, c'est pas une lecture, comment dirais-je, c'est une lecture où chaque mot effectivement est pesé, où il y a beaucoup d'images, la nature est très présente, il y a une ambiance qui est absolument incroyable. Il y a des côtés très très Giono chez François. Et en l'occurrence, pour effectivement Chasse gardée, il y a cette ambiance très pulvérulente qui est un peu à l'image finalement qu'on a de la couverture, avec ce soleil qui est déjà chaud, avec ce réchauffement climatique qui ne se dit pas, mais qui se voit en toile de fond. Il y a ces paysages de friches industrielles où on peut encore même sentir le poids social justement que ça représentait. Et puis il y a avec la patine du temps, cette disparition un peu de ces espaces-là, la nature qui reprend ses droits, et en même temps, mais ces gens qui tentent de survivre aussi finalement en étant dans les marges. Ça, je dirais que c'est plus pour la critique sociale. Après, François, on en avait parlé il y a quelques années, moi, quand j'ai rejoint les éditions Viviane Ami en juillet 2019. On s'est rencontrés quelques mois après. Et en fait, François m'avait parlé de ce projet. Et en discutant avec lui, il y avait déjà ces images très, très présentes. Il y avait déjà cette ambiance-là. Il y avait déjà, en fait, mais finalement, un petit peu comme cette rivière, en fait, ces bras de canal, d'une certaine façon,
vont lentement. Il y a cet éloge vraiment à la lenteur, mais ce qu'on peut dire d'ailleurs aussi, par exemple, de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, où en fait l'ambiance est très très forte, les images sont très très fortes aussi. Évidemment, c'est deux univers très différents, mais en tout cas, il y a cette même esthétique, et qui est une belle esthétique, et qui n'est pas une esthétique en fait uniquement clinquante ou apparente. C'est une esthétique qui sert un propos extrêmement profond, extrêmement bien tenu. Et pour moi, je trouve que ça fait partie vraiment des romans qui savent tout à fait décrire le tempo, qui savent en fait mesurer la température d'une société. Euh, il y a, en fait, c'est ça qui est très paradoxal avec François, mais c'est ça qui est extrêmement plaisant, c'est que il y a rien comment dirais-je, il y a rien de sensationnel. On montre pas les gros bras ou quoi que ce soit, mais ça se fait naturellement en fait. Et c'est tout en poésie, c'est tout en délicatesse. C'est c'est une expérience de lecture vraiment qui moi me fait penser aux grands classiques flaubertiens, stendhaliens, enfin vraiment. Donc voilà. Et François, effectivement, il a pris son temps pour faire Chasse gardée, et moi j'ai l'habitude de dire que voilà, le temps de création est absolument incompressible. Et qu'est-ce qu'il a bien fait parce que c'est un superbe roman. Voilà ce que je peux Voilà. vous dire. Et on rappelle que Saltimbanque était sorti en 2019, donc juste Tout avant à que tu fait. arrives. Ouais. Voilà. Et donc, en effet, 7 ans après arrive Chasse gardée. C'est rare, en effet, qu'un romancier prenne autant de temps pour écrire. Et on apprécie parce que il est vrai que quand des écrivains écrivent chaque année, c'est souvent un petit peu plus délicat au niveau du style. Là, pour le coup, le style, il est incroyable, Il est clairement. impeccable, hein. Il est incroyable. Il est même extrêmement littéraire. Il est soutenu. Il est magistral. Mais Il est très accessible. très C'est-à-dire accessible. que ça se lit, Exactement. mais facilement. En Exactement. fait, c'est très élégant. C'est vraiment, Excellent. c'est élégant, raffiné, et ça n'exclut personne. Et je le dis vraiment, et dans C'est vrai. avec voilà, et du coup, c'est un roman qui est populaire, mais dans le meilleur sens du terme, et avec une très très belle qualité, une très belle facture. Voilà. Vous êtes habillé pour l'hiver, François. Après avoir été comparé à Flaubert, à Giono et à tout cela, ben voilà, ben bon courage maintenant pour répondre et pour nous parler de votre entrée en littérature et de votre entrée au catalogue Viviane Ami. Oui, c'est très c'est laudateur et parfaitement terrifiant. Merci. Euh, déjà, je peux saluer Viviane Ami parce que c'est effectivement donc avec elle que j'ai commencé. Enfin, c'est avec elle que j'ai commencé. Non, c'est elle qui m'a répondu. Parce que j'avais fait ça. Je crois que j'avais une vision un peu romantique de l'acte d'édition et du coup euh, les envois postaux étant quand même très chers quand on veut balancer 20 romans enfin, un roman à 20 maisons d'édition et du coup j'avais pris mon petit sac à dos et j'ai été aller faire le tour des maisons et puis donc voilà, envoyé par la poste comme on dit, mais à pied. Et, euh, et c'est Viviane qui m'a répondu et c'était vraiment, c'est vraiment une personne. Ouais, je la trouvais extrêmement impressionnante, quoi. Elle avait cette espèce d'aura de gens qui sont dans l'édition depuis des temps immémoriaux et qui connaissent tout. Elle me parlait d'écrivains que j'étais absolument censé connaître comme une évidence et que je ne connaissais absolument pas. Elle me disait, ah oui, vous connaissez parfaitement le Serbe, Slobodor. Et elle avait cette espèce d'allant comme ça, comme si tout était naturel. Et bon, moi, je reste encore un petit garçon terrifié par rapport à toute cette entreprise. Mais je suis ravi, enfin après c'est une question de fidélité, mais je suis ravi d'avoir pu signer avec elle, d'avoir pu bénéficier de sa présence et de ses conseils. C'était un peu du Alex Adlex avec elle, mais c'était très bien. Et puis d'avoir eu la chance ensuite, parce qu'on ne sait jamais quand il y a une personne qui reprend une maison d'édition, on ne sait pas. Et puis il y a un premier lien qui se brise. Et puis bon, bah, avoir eu la chance de tomber sur Lise, qui est une formidable accompagnatrice. euh, qui très gentiment dit que je prends tout à fait le temps d'écrire, etc. Alors que oui, effectivement, je ponds un bouquin tous les 8 ans et demi parce que je suis pas du tout dans un acte d'écriture staccadoviste avec lever à 5 heures à l'aurore pour m'installer à mon épître.
Voilà, c'est un plaisir de travailler avec elle. C'est un plaisir aussi pour la précision de Lise quant à ses retours. Et je crois qu'on a tous les deux le même souci de rigueur sur ces questions-là. Et, euh, Merci pour tous vos compliments. Alors déjà dans Saltimbanque d'ailleurs, il y avait des thématiques qui peuvent revenir dans Chasse gardée. Il y avait cette course sur un fantôme, il y avait ce rôle du père aussi extrêmement important, il y avait l'adolescence. Il y a des thématiques qu'on retrouve clairement dans Chasse gardée. Comment finalement vous façonnez vos romans? Est-ce que ce sont à travers ces thématiques-là qui vous hantent, qui vous possèdent, ou au contraire, c'est le sujet? Qu'est-ce qui finalement démarre l'acte d'écrire? En tout cas pour Saltimbanque et pour Chasse gardée, pour le coup, à 7 ans d'intervalle. Je suis un peu arrêté de redire 7 ans d'intervalle. Je me Ouais, rends compte à pardon, chaque fois autant que j'ai pour vraiment moi. rien foutu pendant Non, vous avez 7 ans. sûrement une autre Je vais me, activité. oh, je vais me presser un peu pour la suite après. Mais ça me gêne toujours un petit peu de parler de ça comme d'une matière figée pour l'étude ou pour la démonstration. Fondamentalement, il y a des images et ça, je pense que que ce soit pour un auteur ou pour toute personne, je veux dire, quand vous marchez dans la rue, des fois, il y a des images qui vous attrapent et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Vous savez pas pourquoi vous y pensez toujours au déjeuner. Et il s'avère que pour ma part, ça finit par se traduire quelque part et par nourrir des bouquins. Il y a effectivement des thématiques un peu passerelles entre les deux livres, mais c'était pas du tout. Si vous voulez, en tout cas, il n'y a pas pour moi de surmoi de construction d'une grande œuvre où je me dis très bien, j'ai maintenant traité l'adolescence, on va passer à. C'est c'est- 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 c'est peut-être simplement des préférences. Je sais que j'aime beaucoup traiter des questions d'adolescence parce que je trouve que c'est un âge formidablement touchant. Et j'aime aussi effectivement faire vivre des enfants parce que je trouve que leurs réactions sont extraordinairement touchantes. Moi, je suis généralement assez dégoûté du cynisme de l'âge adulte et je trouve qu'on a, quand on travaille sur des personnages comme ça, sur cette catégorie d'âge-là en tout cas, un accès à une sincérité qui ben, en elle-même fait avancer le bouquin, quoi. Je sais que c'est des choses qui me touchent particulièrement. Je ne sais pas s'il y a un acte précis ou une réflexion très précise là-dessus, mais quand il s'agit, en rentrant un peu pour mettre les mains dans le cambouis, de faire advenir des péripéties et puis un dénouement, etc., etc., je sais qu'en tout cas, je trouve que c'est des bons accélérateurs d'histoire. Et puis, pour le cas de la gamine qui est en couverture du bouquin, Flora, qui est un petit peu le personnage principal, même si c'est pas la narratrice du livre, c'est le fait que ce soit un âge charnière me permet vraiment justement de basculer dans dans le drame ou voilà, de parler un petit peu de tout ce qui se perd quand on cherche absolument à acquérir cette part d'âge adulte. Et généralement, ça se fait un petit peu en cassant la vaisselle, quoi. C'est jamais simple. Alors, vous venez de dire que vous adoriez faire vivre des enfants, des adolescents, et pourtant, Flora décède dès la première page. Alors, on ne spoile rien, hein, ça arrive d'entrée de jeu. J'avoue que j'ai été très surpris, clairement. Ça m'a pris d'entrée de jeu, et donc j'imagine qu'il y a un choix derrière. Il y a quand même une envie particulière de montrer aussi peut-être que ce n'est pas un roman à suspense, qu'on connaît déjà l'issue de cette jeune fille. Je ne sais pas, vous allez nous en dire davantage, mais c'est un choix fort de faire mourir d'entrée de jeu celle qui est en couverture du livre et qui est l'héroïne principale. Vous avez dit qu'en effet, ce n'est pas la narratrice, mais elle innerve clairement, elle est totalement, euh, comment dire, solaire, j'allais dire lunaire, non, elle est solaire, totalement solaire dans ce roman-là, et pourtant, on sait déjà ce qui va se passer pour elle. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Bah, encore une fois, pour parler de manière un peu prosaïque, c'est vraiment des questions aussi. Enfin, après,
c'est des recettes de cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien que quand on attrape un bouquin et qu'on ouvre la première page, on se prenne une première, voilà, une première petite gifle, entre guillemets, ou quelque chose qui permette de dire, tiens, qu'est-ce que, qui interpelle et qui permette de continuer. Donc, il y a vraiment c'est un peu de la ficelle aussi pour la narration. Et puis, donc l'intégralité du bouquin est un flashback, un retour en arrière du narrateur qui se remémore et qui repart un petit peu sur ce qu'il a, ces 2 ou 3 étés qui passent comme ça avec cette bande-ci particulière de gens. Et en fait, ça, ça permettait de la distancier. Ça permettait aussi effectivement peut-être de dire que c'est pas du tout un bouquin suspense parce qu'il y en a un petit peu, mais c'est pas non plus. Enfin, je suis pas je suis pas un écrivain de polar ou de même s'il y a il y a des thématiques un peu parentes, mais oui, pour moi, ça me permettait de tout de suite montrer que on va basculer dans un souvenir, quoi. On va remonter le temps et on va parler d'une période précise qui est déjà loin derrière. Ce qui m'a intéressé aussi forcément, c'est l'époque de ce roman-là. Vous égrenez quelques petits indices, vous égrenez quelques petites choses politiques, parce que finalement le roman, il est aussi, on va pas dire que c'est un roman politique, mais disons que quasiment sociétal, peut-être extrêmement aussi imprégné de ce qu'on entend aujourd'hui, mais de ce qu'on entendait aussi il y a quelques années, mais qu'on va sûrement entendre aussi dans le futur. Est-ce que vous avez imaginé cette époque-là? On a l'impression qu'elle se passe entre différentes époques, entre différents interstices. Il y a véritablement, on est un peu perdu dans l'époque. Et en même temps, on la voit, on la matérialise extrêmement bien. Elle est très particulière, cette époque, cet espace temporel. Comment vous avez conçu ça? Est-ce que ce sont des bribes finalement de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez envie de dire, c'est votre regard tout simplement, extrêmement acéré sur la société, notamment sur l'éducation. Finalement, elle se passe où cette intrigue? Quand Bah plutôt? déjà, ouais. Bah déjà, Lise et moi, on n'est pas d'accord. Parce que Ah, Lise ça s'intéresse. considère que c'est peut-être ce qui va nous tomber dessus dans 10 ans ou dans 15 ans. Et moi, je considère que c'est déjà là. Donc, on a un petit décalage déjà temporel sur cette question-là. Moi, je me suis fait rattraper par les événements au fur et à mesure que j'écris des livres, parce que j'ai commencé à y penser en 2020 et je me m'étais dit donc ça commence à chauffer un peu climatiquement là. Il commence à y avoir on commence à, de temps en temps, on ouvre un peu les applis France Bleu, on regarde et puis on voit des faits divers, des choses, etc. Et puis au fur et à mesure que les années passaient, le bouquin est passé de pré-apocalyptique à, à contemporain, je dirais. C'est simplement Bon, pour faire un peu des grandes phrases, moi, si je considère que je suis écrivain et qu'il faut que j'écrive dans la période dans laquelle on vit tous actuellement, ben, les événements et ce qui donne une couleur, alors il s'avère qu'elle est dramatique, bon, moi, du coup, ça me va bien, mais les événements qu'on vit actuellement, pour moi, on est effectivement sur une espèce de ligne de crête entre une espèce de dernier souffle agonisant d'une période assez de transition. Alors là, on a les 30 Glorieuses qui sont quand même pas très loin dans le rétroviseur, mais tout ça commence à se casser la figure sur plusieurs réalités, des réalités sociales, des réalités climatiques, etc., etc. Vous parliez des marges tout à l'heure. Moi, je ne considère pas nécessairement que ce sont des gens en marge parce que c'est simplement que, enfin, je veux dire, la France, c'est très grand. Il y a de multiples sociétés qui vivent les uns à côté des autres et on peut tout à fait trouver les personnages que j'ai mis dans le bouquin en allant se balader un peu près des rivières et près des canaux et en sortant un petit peu des villes. Ces gens, ils existent, hein. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai rencontré. J'ai eu la chance de pouvoir regarder un petit peu Enfin, c'est une partie un peu merveilleuse du boulot, c'est de pouvoir se balader en voiture et regarder un petit peu le- la, la- le- la manière dont les gens vivent, pour citer quelqu'un. Et je dirais donc que oui, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement contemporain dans le livre et cette donnée-là, c'est une donnée de cette espèce ouais, d'atmosphère étrange, l'impression qu'on est dans la fin de quelque chose. Et en même temps, rien n'est encore arrivé de trop dramatique. On continue à se lever le matin, on continue à... Mais on a quand même l'impression que le paysage est un peu en train de cramer par la fenêtre, quoi. Ça donne quand même une matière romanesque qui est assez belle parce que ça permet quand même de tisser tout
tout un cadre et toute une toile de fond qui a de l'épaisseur, quoi, qui a un peu de nerf, quoi. Enfin, il me semble. Ouais, je disais ça notamment par rapport à certains indices que vous semez, notamment le vote politique qui n'existe quasiment plus. Alors c'est vrai que pour le coup là, aujourd'hui, il n'existe plus pas dans les faits, mais inconsciemment, plus personne n'a envie d'aller voter. Donc c'est pour ça que je parle de cet interstice un peu. Il est peut-être entre vous deux en fait, entre Lise et François. Il est peut-être dans 5 ans, peut-être dans 5 ou 10 ans, mais on a l'impression que c'est vraiment dans ces eaux-là, en tout cas. En tout cas, c'est pas forcément une dystopie, à mon sens. Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est vrai que, euh, mais là encore, c'est le talent de François. C'est-à-dire que on a, comme tu disais, Anthony, une période où on ne sait pas trop si on est finalement un petit peu en anticipation, mais en tout cas, on est vraiment sur la brèche, quoi. Et je pense que, effectivement, pour reprendre ce que tu disais aussi, François, euh, ces gens, évidemment qu'ils existent, hein. Il suffit d'aller dans les campagnes, il suffit d'aller dans les zones désindustrialisées, etc. Enfin, il y a vraiment... euh, mais il y a, comment dirais-je, et il y a vraiment en fait, il y a cet amour aussi, hein, très, très fort, parce que là, on parle beaucoup, on dit que c'est un roman noir, on dit que voilà, c'est une ambiance quand même assez pesante, etc. Mais honnêtement, voilà, à la lecture, c'est pas le ressenti qu'on va avoir ou qu'on va traîner. En fait, ce qui est intelligent et ce qui me fait beaucoup penser finalement, parfois même à Tolstoï, c'est qu'on a cette patine du temps. On a tous en tête en fait l'ouverture d'Anna Karénine, hein, où là aussi, hein, on sait que bon, ça s'est déjà mal terminé. Mais on revient effectivement sur l'histoire et ça rejoint ce que tu disais aussi, François. Et ce faisant, en fait, on ne sait pas quel est l'élément déclencheur qui va faire que on est arrivé en fait à ce drame. Et il faut justement, alors sans vouloir spoiler le livre, il faut justement toute cette patine, il faut justement en fait tout ce temps, il faut justement aussi bah voilà, c'était avoir en tête en fait cette dimension sociale. Effectivement, les gens visiblement ne votent plus. En même temps, l'administration a laissé un peu les gens se débrouiller. Ça commence à être un peu, pas Mad Max, mais, mais presque. Et Simplement, pardon, mais je veux dire, parmi les gens qui sont là, qui a essayé de prendre un rendez-vous chez un spécialiste et n'a pas mis 6 mois à obtenir. ouais, non, Voilà, mais enfin, je veux dire, en fait, bien la sûr, réalité, bien sûr. elle est là, quoi. C'est-à-dire que c'est la grande majorité des gens aujourd'hui Ouais, galèrent à trouver un rendez-vous pour son dos ou sa jambe, alors qu'à une époque, enfin, voilà, n'a plus de médecin à proximité, ne comprend plus ce qui se passe politiquement, ou à 70% disent, bon, bah, écoutez, de toute façon, enfin voilà, soit ça me concerne pas, soit c'est je comprends que ce soit présenté comme quelque chose d'extraordinaire, mais pour moi, c'est juste une normalité, quoi. C'est juste, faut la regarder je dis- en face, quoi. non, non, mais je dirais pas que je dirais pas que c'est extraordinaire non plus, mais en tout cas, c'est là, c'est pesé, et puis c'est extrêmement bien documenté. Et je trouve que via l'expérience en fait émotionnelle qu'on a quand on lit ce livre, on comprend exactement les implications des uns des autres, et ça ouvre l'esprit en fait, tout simplement. Ça ouvre beaucoup plus l'esprit, ça ouvre le cœur aussi d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas ne pas être en empathie en fait avec, voilà, avec ces personnages. C'est évident. Puis pour aller dans ton sens, Lise, effectivement, je crois que Lise craint que le roman soit trop noir et que les gens aient peur de l'ouvrir. Non. Mais c'est que les gens continuent de s'aimer, quelle que soit la période. Enfin, je veux dire, les relations filiales et familiales continuent d'être les mêmes, les sentiments continuent d'exister, quelle que soit la couleur politique et quelle que soit la température dehors, et ça reste une composante, hein, quel que soit le Heureusement, hein. décor que vous avez autour de vous. Bah, et en plus, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, puisque c'est quand même une belle chose à explorer dans les livres. C'est quand même ça, ces rapports humains qui sont difficiles, qui sont souvent abruptes, mais qui essayent du mieux qu'ils peuvent de traduire ouais, le maximum d'amour qu'on peut porter à ceux qui sont autour de nous, quoi, avec plus ou moins de succès. Ce que j'aime beaucoup aussi dans tous ces personnages-là, c'est qu'ils avancent souvent à contre-jour. On les comprend souvent plus par leurs gestes, rarement par leurs paroles. Pourquoi vous avez justement choisi cette primauté du geste? En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. J'ai senti que on ressentait encore davantage les choses par le geste et non plus par la parole. Est-ce que c'est un paradigme qui est en train de changer aussi peut-être dans la société? Je ne sais pas, ou dans celle que vous imaginez plus tard, mais est-ce que je me suis totalement trompé ou pas?
c'est juste que là, moi, je repars plus sur un peu le cambouis de l'écriture, quoi. C'est-à-dire que souvent, quand je regarde quelque chose ou quand je lis quelque chose, j'ai l'impression que tout est. C'est-à-dire que les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues font 15 kilomètres, quoi. Et les gens ne se. Enfin, en tout cas, moi, dans l'expérience que j'en ai et autour de moi, les gens ne se font pas des grandes déclarations de 15 kilomètres de long. Les paroles sont heurtées. Généralement, elles sont pas vraiment simples. Elles sont courtes, elles sont sèches. Et justement, tout ce qui aurait dû être dit si chacun avait une élocution parfaite passe beaucoup plus dans le regard d'après, la commissure des lèvres, voilà, vous savez, toutes ces choses, cette espèce de langage du visage, en fait, si vous dites à votre mari que vous l'aimez, mais que ça fait 20 ans que vous vous enguirlandez, vous allez avoir, il y a toujours quelque chose de plus qui se passe dans les regards, je trouve, énormément. Et en plus de ça, moi, alors, bon, c'est vraiment mon avis, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais il me semble que il y a quand même un. En tout cas, moi, ça m'irrite énormément quand je vois des œuvres où subitement tout est expliqué par le langage, quoi. Non, mais je t'ai trahi parce que figure-toi qu'il y a 20 ans et machin, puis ça prend 35 lignes et personne ne parle comme ça. Enfin, je veux dire, pour réussir à arracher à quelqu'un une confession qui soit quelque chose de long, il faut généralement que ce soit dans des moments très, très intenses. Et encore une fois, la- il me semble en tout cas que la parole est toujours heurtée, alors quand on parle de relations ou qu'on parle de sentiments, elle l'est d'autant plus parce que c'est pas des choses qu'on verbalise énormément. J'ai l'impression que c'est même pas pour moi une question de pudeur, c'est vraiment une question d'élocution, quoi. Le sentiment n'est pas une chose simple à aborder, et je trouve que c'est par contre joli quand on peut la voir dans oui, le regard qui précède la phrase ou qui suit la phrase. Et il me semble pour moi qu'il y a beaucoup de ce que les humains expriment les uns pour les autres qui est avant ou après tout ce qui est un petit peu gauche, un petit peu raté, la maladresse du sentiment elle passe jamais par une phrase hyper bien écrite. Pour moi, c'est bête, quoi. Enfin, en tout cas, ce sera pas dans mes bouquins, quoi. Ben, je crois qu'en 429 rencontres, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai bien fait de poser la question. Parce que vous êtes le premier à parler véritablement de cette absence de, comment dire, de sens commun sur le dialogue. Clairement, vous avez totalement raison. Ce dialogue-là, il est souvent un peu polissé, il est souvent masqué par beaucoup de belles choses qu'on entend en effet rarement dans la vraie vie, ou en tout cas, peut-être dans certains quartiers très huppés, peut-être, mais pas forcément partout. Donc, Oui, pareil. Non, non, mais je veux dire, pour moi, il y a, quel que soit le niveau social, je veux dire, une personne qui est très riche et qui doit dire à son fils qu'il l'aime, galérera tout autant que pour moi, c'est une constante humaine. Le sentiment, c'est pas quelque chose qui s'exprime facilement. Et puis c'est joli, je trouve, enfin, quand on regarde les gens avec qui on discute, il y a quand même beaucoup de choses qui passent autrement que par le son, quoi. Il me semble, en tout cas. ouais, très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de Flora peut-être et de Moloch. Moloch ou Moloch peut-être. Moloch. Moloch, ok. C'est vrai que Moloch, c'était moins beau. Ce chien qui est en couverture, alors je ne sais pas si c'est véritablement celui-là, mais il ressemble quand même dans la description que vous en faites, qui est totalement inoffensif, alors qu'on pourrait en effet penser que c'est clairement un chien plutôt violent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous prenez totalement le contre-pied. Euh, Comment vous avez façonné Flora et Moloch, justement? Qu'est-ce que vous mettez derrière elle? Est-ce qu'il y a des choses encore plus puissantes derrière cette âme d'enfant, d'adolescente qui est un petit peu, vous le dites à un moment donné, je crois, reine dans son royaume, ou en tout cas qui génère beaucoup d'aura. Il y a clairement une aura assez dingue parce que véritablement, elle se débrouille aussi souvent toute seule. Donc elle a développé aussi des capacités différentes, clairement. Mais j'aimerais que vous nous parliez d'elle, comment on vit avec elle au quotidien aussi quand on écrit Chasse gardée. Qu'est-ce qui reste d'elle après l'écriture? Euh, mais le bouquin est parti d'elle, hein, de toute façon. Moi, je m'étais baladé un petit peu et puis il y avait des décors qui m'avaient plu. Je savais à peu près ce que j'avais ma toile de fond, mais il manquait effectivement ce personnage principal et puis tout est un peu arrivé par elle et j'avais cette image, quoi, cette espèce de rêverie qui est devenue la couverture en fait d'une espèce d'une gamine sur un chemin de poussière de craie levée un petit peu avec un espèce d'énorme chien d'attaque. Euh, Flora, elle est, mais comme pareil, des jeunes adolescentes ou des enfants un petit peu à cet âge charnière, euh, dans une complète affirmation d'elle-même et elle essaye de jouer à être adulte
parce qu'elle voit que c'est bien ce que font tous les adultes autour d'elle et elle essaye d'accéder à ce statut d'adulte et donc ça fait qu'elle est extrêmement péremptoire, elle a un côté un peu tyran ça la rend, enfin en tout cas moi ça me l'a rendue extrêmement attachante à l'écriture, c'est un vrai plaisir. Et puis enfin en tout cas ouais, de faire jouer le bouquin dans ma tête avec ce personnage-là, c'est vrai que c'était un plaisir. Et le gros chien à côté, je sais pas si jamais quelqu'un décide de l'acheter, je voudrais pas trop en dire, mais c'est c'est une sorte de fusil de Tchekhov, si vous voulez. Il faut qu'il serve à quelque chose. Mais d'un autre côté, c'est en même temps ce que les Américains appellent le comic relief, là, le soulagement humoristique, c'est qu'il a un côté. Après, moi, j'ai connu des chiens comme ça, qui sont des espèces d'armoires à glace avec une rangée de sabres pas possible, et t'as vraiment l'impression que le truc va te sauter à la gorge en 4 secondes, et qui sont en fait parfaitement assoupis. Et quand j'étais enfant, mon meilleur ami avait un élevage de canets corso et qui sont quand même des espèces de voilà masse musculaire gigantesque, surtout quand on a 5 ans, enfin on arrive à la cuisse de l'animal, donc c'est quand même assez impressionnant. Et c'était tous des espèces de crèmes endormies. Il y avait un barbecue juste derrière la fenêtre de sa chambre quand j'allais dormir chez lui et qui prenait le soleil exactement le matin. Et quand on ouvrait les volets le matin, il y avait 4 canets corso qui étaient allongés sur les briques du barbecue en train de dormir. Et je trouvais que c'est des images qui me sont restées. Et quand il a fallu écrire un chien, parce que j'aime énormément les chiens et que beaucoup de gens que je connais ont des chiens. Enfin, en tout cas, c'est pareil, c'est quelque chose de peut-être un peu campagnard, mais oublions pas que c'est quand même 80% du territoire français, les gens ont des chiens, quoi. Il y a des chiens partout. Et du coup, d'avoir cette espèce ouais, d'image de chien d'attaque gigantesque, féroce, mais qui en fait est complètement assoupi. C'est pareil, je trouvais que c'était une jolie couleur. Et puis, il permettait aussi de montrer le côté reine de Flora qui semble avoir toujours à côté d'elle voilà, cette espèce de démon de poil noir qui est prêt à sauter à la gorge du premier venu et qui l'installe un petit peu plus comme ouais, la petite patronne de son royaume de rien du tout, parce que c'est un royaume d'enfants. Mais voilà, étant donné qu'il joue à faire adulte, enfin, quand les gens ont de la puissance, ils ont des gardiens autour d'eux, quoi. Et c'est ce qu'elle met en place. Et puis, je trouve que les rapports entre les chiens et les enfants sont toujours très touchants, quoi. Euh, c'est, c'est joli, je trouve, la manière dont ça peut être un confident, dont c'est des partenaires de jeu, et dont certains chiens, sans qu'on arrive à comprendre exactement pourquoi, s'attachent au petit maître ou à la petite maîtresse des lieux, et décident de plus le quitter d'une semelle. Ouais, c'est touchant, je trouve. Bah, nous, en tout cas, on s'attache à elle, clairement. Aussi, on n'est pas des chiens, mais on s'attache à elle. De l'autre côté, on a ce narrateur très mystérieux finalement, mais vous faites ce choix-là justement de le mettre en dehors, alors, pas en dehors de l'intrigue, hein, bien entendu, mais il est très informel, on a du mal à le saisir. Il se dévoile sans se dévoiler véritablement. On connaît un petit peu sa vie, mais de manière très disparate. Il a cette mission-là de retrouver Flora, parce que c'est son père de substitution, Stéphane, qui est le gardien du domaine familial, de retrouver donc cette fille-là. Et donc tout se passe par lui. C'est un regard extrêmement omniscient presque, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Est-ce qu'il enseigne aussi? C'est lui qui va lui apporter aussi des notions d'enseignement à Flora. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière lui? C'est souvent la place de l'auteur, la plupart du temps. Là, ce n'est pas forcément le cas. Pour le coup, il me semble pas que vous êtes enseignant, François, mais vous allez peut-être me corriger. Euh, Non. mais voilà, c'est une place très particulière. Je trouve que vous avez encore, en fait, vous créez de la nouveauté, de l'originalité dans ce roman-là, je trouve, par rapport à ce qu'on peut lire d'habitude en littérature française. Il y a beaucoup de création littéraire, véritablement au sens strict du terme. J'aimerais bien savoir d'où il vient, ce narrateur. Euh, bon, Pourquoi vous pareil, l'avez on repart installé sur là? Pourquoi c'est pas Flora, clairement, la ouais, narratrice? ouais. On repart sur le cambouis un peu, mais pour moi, c'est une caméra, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est lui qui présente, c'est lui qui introduit à ce monde-là.
Pour autant, bon après, c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui font ça très très bien, mais moi je suis pas, en tout cas c'est pas ce que j'ai envie d'écrire pour le côté voici l'exploration de mon nombril pendant 2h30. Alors encore une fois, il y a des gens qui sont des écrivains et des auteurs et des autrices extraordinaires qui font ça parfaitement, c'est juste pas mon précaré à moi, quoi. Euh, le fait qu'il vienne j'ai fait en sorte de le faire venir quand même parce que ça m'intéressait d'une famille, en tout cas d'un reste de noblesse, me permettait de faire un effet miroir avec le monde dans lequel il va basculer et de pouvoir voilà, donner un espèce de contrepoids. Presque de Euh, transfuge de classe, mais à l'envers. Ouais, c'est ça ce qui découvre, mais c'est aussi parce que c'est des gens que j'ai pu fréquenter et c'est des choses qui m'avaient marqué, c'est qu'il y a effectivement certaines familles chez qui le portefeuille est vide, mais subsiste encore l'intégralité des manières d'une éducation, un certain corsetage, d'une certaine peut-être bourgeoisie, et encore c'est une bourgeoisie légère parce que c'est enfin, je veux dire, les instituteurs et c'est un peu tous ces phénomènes de la Troisième République ont installé un espèce de cadre comme ça où tout est très empesé, où attention, il faut mettre les couverts à tel endroit parce que voilà, tout est. Mais enfin, au fur et à mesure, pour autant, ils n'ont pas du tout été en capacité de garder l'argent qu'ils avaient et cette espèce de puissance qu'ils avaient là, et ne reste plus que les oripeaux de toute cette classe sociale-là. Donc moi, je trouvais que ça, c'était quelque chose d'intéressant à observer. Et puis, ça me permettait de faire basculer le narrateur qui n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de rejoindre un peu l'autre côté, de le faire basculer dans ce monde voilà, de laisser pour compte et de gens qui ont peut-être beaucoup moins d'argent et qui se débrouillent et qui, voire même, peuvent avoir de l'agressivité par rapport à la classe sociale dont il vient. Ça me permettait de faire ouais, un effet miroir qui m'intéressait. Et ensuite, pour ses sentiments à lui, euh, il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il va être bluffé par cette gamine, il va se prendre d'affection pour cette petite, et il va faire comme le font souvent, à mon sens en tout cas, les adultes, essayer de mettre son nez dans ses affaires pour son bien. Hein, cette espèce d'expression du pour son bien, on va faire ci pour le bien de... Mais c'est pas parce que nous on pense que ça va aider la personne en question qu'on va faire du bien, que le résultat final est que ça fait du bien. Et c'est un petit peu tous les personnages du bouquin, que ce soit le narrateur comme les autres, tournent autour de Flora et essayent pour le bien de la petite, de la faire aller dans une direction. Et là où elle est fabuleuse, c'est qu'avec son caractère, elle va tout envoyer bouler, quoi. Ouais, je voudrais juste ajouter une chose justement par rapport au narrateur. En fait, le narrateur aussi, il y a la place du lecteur très clairement. Le lecteur, c'est exactement la même chose. Lui aussi va faire cette traversée du miroir. Lui aussi, en fait, va justement rentrer dans le roman. Lui aussi va découvrir aussi ses personnages. Donc c'est une formidable façon en fait d'être généreux aussi avec son lecteur. Voilà. Très bien, très bien. Tout à l'heure, Lise parlait du fait que vous preniez votre temps en tant qu'écrivain. Et c'est vrai parce que le roman, il s'ouvre plutôt sur une atmosphère, alors, excepté le début de Flora, le premier chapitre, mais après, tout s'ouvre sur une atmosphère avant de poser une intrigue. L'intrigue, finalement, elle vient un peu plus tard, elle vient beaucoup plus tard même. Elle est multiple, elle est différente de ce qu'on peut lire habituellement. Pourquoi vous avez laissé ce choix-là, justement? Au lecteur de sentir avant de comprendre. Parce que vraiment, quand on rentre dans le roman, c'est pas comme partout en fait. C'est-à-dire qu'on rentre par une porte très sensorielle, très littéraire, très, je sais pas comment l'expliquer, par des émotions. On rentre par une atmosphère, par la nature, par différentes autres portes que pour lesquels on pourrait rentrer d'habitude. Et c'est ça qui est très déstabilisant et en même temps enivrant. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, justement? Est-ce que c'est parce que tout à l'heure vous disiez que vous n'étiez pas auteur de polar, donc pas forcément l'intrigue ne vous intéresse pas plus que ça, mais aujourd'hui, pourquoi vous faites ça? Mon vieux prof de littérature qui m'a fait un mail après avoir reçu le bouquin, je lui envoie un peu, j'allais dire à chaque fois, il y en a eu deux, enfin je lui ai envoyé celui-ci, quoi. Il m'a dit qu'il y avait une atmosphère de seuil de jardin un petit peu, et ça me plaisait. Je crois que je suis quand même un grand fan de décors et de cadres, et que c'est quand même des choses que je remarque énormément quand je me promène, quoi.
Et, et faire rentrer, enfin, faire rentrer une lectrice ou un lecteur dans un livre, c'est faire rentrer une lectrice ou un lecteur dans un monde, un univers. Et je pense que si on ne prend pas le temps de décrire cet univers et de le montrer, de donner de la couleur, de montrer quelles sont les plantes, est-ce que la grille du jardin est rouillée, comment est le chemin je trouve ça dommage de pas donner ça. Et puis bah, après, moi, c'est purement égoïste, je suis navré, mais c'est parce que c'est un plaisir. J'aime énormément merci. J'aime énormément les descriptions. Je suis très caméra moi-même, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien monter dans ma bagnole et aller dans des endroits, garer ma voiture et puis marcher et regarder la manière dont les choses sont faites. Et c'est aussi énormément un bouquin d'atmosphère parce que je trouve que décrire joliment une atmosphère, et justement, en tout cas, plutôt que joliment une atmosphère, pour quelqu'un qui prétend écrire, c'est quand même c'est important parce qu'une fois que vous avez ce cadre-là et que vous avez fait infuser cette atmosphère-là, ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la personne qui est en train de lire. Vous pouvez l'amener dans une direction X ou Y, vous pouvez lui présenter les personnages que vous voulez. Elle évolue déjà dans un monde qu'elle a accepté et que si vous n'avez pas trop mal fait votre boulot, qu'elle apprécie ou en tout cas qui l'interpelle, parce que c'est vraiment juste une question d'interpeller la personne qui vous lit, quoi. Je crois que ouais, il y a pas de plan énormément là-dedans ou pas de volonté. Je crois que j'aime bien j'aime bien les jardins, j'aime bien les petites ruelles et du coup, c'est vrai que j'écris beaucoup là-dessus, quoi. Je voudrais Très bien. juste ajouter Alors, une chose par rapport à oui, ça, Lise. c'est que les descriptions que fait François, c'est plus que de la description, c'est vraiment poétique. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle de description, euh, on n'a que la vue en fait qui marche. Chez François, il y a tout. Il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a, il y a quasiment le goût aussi, hein, tout simplement. En fait, il y a vraiment une approche extrêmement poétique. Et cette qualité-là, en fait, que d'avoir cet abord poétique, c'est ce qui rend le livre vivant. Vous pouvez avoir des descriptions, si vous restez que sur l'œil et si vous restez que sur quelque chose de très cinématographique, bah, du coup, ça va être très très plat. Et en fait, vous n'allez pas être généreux avec le lecteur. Et François, en fait, a vraiment cette dimension très poétique. Et c'est pour ça que je comparais justement avec Giono, où là, on sent vraiment les choses, on sent cette Provence-là. Et voilà. Encore du boulot avant d'arriver au talent de description de Giono. Mais il y a moins de sabres et de chevaux dans les bouquins. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Il y a l'envie, en tout cas. C'est le moment de nous lire un premier extrait. François, avant ça, on va prendre une petite photo de groupe. Ça va vous laisser le temps de retrouver la page. Voilà. C'est le début, ça va pas être compliqué. Ouais, parfait. 3, 2, 1 pour la photo. Et c'est bon, parfait. Allez, François, c'est à vous. Bon, bah, du coup, je me suis dit que j'allais lire le début du bouquin, tant qu'à faire, parce que ça permet quand même de rentrer un peu dedans, quoi. Pardon. Je m'excuse par avance pour tout ce que je vais louper à la lecture. Allez. On a retrouvé le corps de Flora dans les ronces, pas très loin de la casse. De la poussière plein ses jambes nues, autour, des traces de lutte. Je n'ai pas été étonné. Comment imaginer que la petite tornade que j'ai connue enfant ait laissé filer sa vie et ses affaires sans se battre avec la fureur d'une chienne qui défend sa portée? Et puis, ce genre de destin n'est pas inhabituel dans la corporation violente qu'elle avait, comme son père, fini par adopter. J'ai eu le cœur brisé en apprenant la nouvelle et j'ai replongé la tête la première dans le bouillon de ces quelques saisons lointaines, tapis au fond de ma mémoire, où j'ai connu Flora, Baleine, Sébastien et les autres. Dans un coin de la pièce, je tirais la langue pour la faire rire, au tout début. 2, 3 étés, une valse funeste dont la mort de la petite danseuse a finalement congédié l'orchestre. Sans le génie de celle que j'avais rencontrée à la sortie de l'enfance et élevée tant bien que mal pendant cette étrange période, il n'y a désormais plus assez de souffle pour animer le territoire écrasé de chaleur où elle a grandi, à l'écart des villes et des banlieues, là où viennent se perdre les entreprises louches et les familles endettées. Dans la main de la jeune femme, selon le rapport de police qu'on a bien voulu me transmettre, on a retrouvé la laisse tranchée d'un chien d'attaque qui, lui, semble avoir été avalé par les ronces. Flora a reçu une balle en pleine tête, peut-être tirée sous le coup de l'irritation, pour faire cesser celle qui ne cessait pas de se débattre. Elle n'avait pas 13 ans quand je l'ai rencontrée, et à certains moments paraissait tout juste cueillie de l'enfance,
comme si elle découvrait encore le monde et tentait de le modeler à sa façon, les sourcils froncés sur des détails insignifiants. Elle pouvait aussi être glaçante, assassine. Flora, à cet âge complexe, a été ce que j'ai eu de plus proche d'une fille, pour les rares instants où elle m'a laissé croire que j'avais un tant soit peu d'influence sur elle. Le déséquilibre a toujours été présent entre moi qui avais l'âge des adultes à défaut de leur assurance, et elle dont la voix prenait parfois des accents de matriarche et qui donnait alors à tous un bref instantané de l'enfance qui s'enfuit. La main qu'elle avait sur son chien était ferme et tranquille. Elle commandait déjà son petit royaume sans sujet. Et moi, jeune homme fasciné et enthousiaste, quoique assez malin pour le dissimuler à ses yeux, je jouais les professeurs de ruelle. Voilà, les Voilà. fameuses ruelles. Ouais, c'est ça. Euh, Ce qui est très intéressant également, c'est que, il y a un véritable biais également sur l'éducation. L'école est totalement absente au départ avec Flora, les services sociaux également. La mère aussi est aussi absente. Ça fait beaucoup finalement d'absences. On a l'impression que tout autour d'elle, il n'y a que des absences, qu'il n'y a que des manques. Et c'est ça qui nous la rend évidemment attachante aussi, mais pas que, c'est aussi à travers sa personnalité. Mais tout ce que vous mettez dans ce livre-là, est-ce que c'est aussi un regard personnel sur ce qu'on vit actuellement? Est-ce que c'est cette marginalité constante que certains subissent qui est à travers ce roman-là aussi? Ben, c'est pareil, je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que je voudrais pas tirer une règle générale d'un livre, c'est-à-dire que moi j'ai épaissi le trait à certains endroits pour Flora parce que dramatiquement ça s'impose, c'est-à-dire que étant donné que l'absence de la mère va être une des grosses questions du livre, étant donné que il fallait bien que cet enfant soit entre guillemets, je mets des gros guillemets, sauvage et qu'elle ait sa propre indépendance, etc. Je pouvais pas lui faire prendre son sac à dos et prendre le bus tous les matins pour aller au collège, quoi. Ça sortait. Moi, j'aime bien personnellement les livres et les intrigues où on rentre dans quelque chose qui est inconnu, qui nous paraît étrange et où on est dans une découverte complète. Et le fait de sortir un petit peu cette gamine voilà, du système, entre guillemets, éducatif, ça la fait exister plus nettement. Et ensuite, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont comme ça actuellement. Les services sociaux, on sait tous que ça existe, mais on sait aussi que ils sont sous-financés chaque année et que du coup, peut-être que s'ils venaient faire une visite tous les mois, il y a 5 ans, maintenant ça va être tous les 3 mois, qui vont pas nécessairement être bien reçus, que c'est pas finalement si difficile que ça, entre guillemets, de dire qu'on fait l'éducation à la maison à une gamine et de pouvoir la soustraire. Ça arrive, c'est des cas extrêmes, mais moi, c'est pas grave parce que ça me donne de la matière romanesque, mais c'est pas non plus totalement inexistant dans la société dans laquelle on vit. Donc, une question de couleur de personnage, je dirais. Et puis aussi, ça permettait, on n'en a pas encore parlé, mais ça me permettait de la mettre à la pleine disposition des griffes de son père, Sébastien, qui est quand même un, un personnage tout Tyrannique. puissant, qui est un petit peu le chef de la communauté dans laquelle il finit par débarquer, qui était un personnage pareil, qui était très que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire dans ce qu'il avait justement de tout puissant. Et c'est lui qui demande au narrateur de faire des cours à la gamine pour qu'elle soit plus intelligente que les autres et qu'elle s'en sorte, etc. Mais pour autant, il veut quand même la garder près de lui parce que c'est sa fille et que c'est sa princesse et que personne ne lui enlèvera finalement. Donc c'est aussi, et c'est la raison pour laquelle elle met, à mon sens, autant d'énergie à se débattre et à prendre son indépendance, c'est qu'elle est quand même violemment verrouillé dans le cadre que lui impose son père. Alors justement, la famille, c'est vrai que ça m'a frappé aussi parce que ce n'est pas un refuge, clairement, mais ce n'est pas non plus un enfer total. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. On est véritablement, je ne sais pas si vous dodelinez, François, pour me contredire ou Non, je pas. suis d'accord. Et Non, non, au ça, contraire. d'accord. Ok, ok. Pardon, je vais arrêter de Non, pas de deviner. souci. Mais c'est vrai que c'est ni un refuge ni un enfer total. C'est quasiment, c'est un système en fait. C'est une sorte, c'est extrêmement systémique. On ne sait pas en fait qui protège qui réellement. On a l'impression que la protection, elle est diffuse
et que c'est un système qui n'est pas manichéen, clairement. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette mécanique-là, justement, d'éclater les choses, de faire de la famille un sujet central, mais en même temps quelque chose donc, qui n'est pas protecteur, mais qui n'est pas non plus un enfer? Bah, je renverrai chacune des personnes qui sont en train d'écouter à leur propre famille et pour nous rendre compte que c'est un cadre donné, c'est un cadre qui vous est donné. Vous partez avec, ben voilà, vous avez le cousin machin, tonton truc, et la petite fille, le machin, etc. Et dans cet écosystème-là, qui va de gré ou de force vous accompagner durant les premières années de votre vie, vous avez des personnes qui vont vous être d'un grand secours, et qui ne sont pas nécessairement les personnes que l'architecture habituelle de la famille aura imposé. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous tourner dans l'adolescence vers une tante à qui vous parlez peu, mais qui pour autant va vous servir, vous aider. Je sais que moi, quand j'ai fait la mienne de crise d'adolescence, je me suis beaucoup tourné vers le nouveau mari de ma tante ou le nouveau qui n'était pas une personne mais qui à ce moment-là a su me donner ce dont j'avais besoin. Et ensuite, ben, malheureusement, c'est un peu le drame de toutes les familles. C'est-à-dire que si vous avez dans toute famille des personnes qui donnent de l'amour, qui est la seule chose véritable qu'on peut donner à un enfant. En espérant qu'il s'en sorte par la suite. Et puis vous avez des gens aussi qui essayent de vous faire rentrer dans des schémas, dans des carcans, et qui impose des choses qui ne fonctionnent pas à la personne que vous êtes ou à la personne en formation que vous êtes en train de devenir. Et malheureusement, l'amour, et c'est un peu le sujet central du livre, peut partir d'un endroit bienveillant et être mal dirigé, peut mal tourner, peut être mal reçu alors qu'il a été envoyé de manière extrêmement sincère. C'est, pour moi, on a tous ces espèces d'élan vers l'autre, mais c'est envoyer une ligne de pêche dans un océan très profond, quoi. On ne sait jamais si on va ramener quelque chose, si ça va avoir son effet, si ça va toucher. Et je sais que il y a toujours cette histoire un peu de famille de cœur versus famille de sang. Et je sais qu'il y a le personnage de Baleine qui est cette espèce qui sert de nourrice en fait à Flora, est extraordinaire pour Flora parce qu'elle ne lui donne en fait que de l'amour et de la protection. Pour autant, elle n'a aucun lien de sang avec la petite. C'est juste qu'il y a eu cette espèce de magie qui s'est passée et qui peut parfois arriver avec certaines personnes où vous vous sentez placé sous la protection de quelqu'un, et puis avec cette personne-là, ça va être plus facile de parler de vos problèmes, ou en tout cas, vous allez vous sentir en sécurité, et cette personne-là, malheureusement, et malgré tous nos efforts, des fois, c'est pas le père, des fois, c'est pas la mère, c'est dans c'est dans l'écosystème de ce qui gravite autour des enfants, quoi. Et malheureusement, ça peut être une bonne chose et puis ça peut aussi être une mauvaise chose parce que des fois, les gens qui vous sont les plus proches peuvent aussi être néfastes, quoi, malheureusement, bien sûr. Mais bon, c'est aussi de la matière à fiction. C'est-à-dire que si vous écrivez une histoire où tout le monde aime tout le monde et où tout va bien, bah, subitement, vous avez un problème de péripéties, quoi. C'est comme tout. Alors tout à l'heure, on a parlé du style, on va parler aussi du rythme parce que on a l'impression que vous faites attention au rythme. Les chapitres sont extrêmement denses. Il y a peu d'espace finalement entre les phrases parce que justement, on a l'impression que vous avez aussi cette mécanique qui tourne constamment, cette course contre la montre, qui n'est pas une intrigue en soi, mais qui, pour le lecteur, permet quand même d'avoir un rythme extrêmement vif, extrêmement tendu. La langue, elle est tendue, j'ai trouvé. Euh, à partir de quand vous vous dites qu'une phrase est terminée? À partir de quand elle est finie pour vous? Euh, bon, alors ça, en tout cas, ça m'intéresse. Tout ce qui est c'est-à-dire que pour moi, le défi de ce bouquin, c'était justement d'écrire des péripéties et d'écrire une trame, parce que ce qui m'est le plus familier, ou en tout cas ce qui me paraît être le plus passionnant, c'est le style, et c'est le style de la phrase et à l'intérieur de la phrase. Bon, c'est une question de musicalité pour moi, en tout cas, il me semble, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. Et pour moi, il y a le vrai conseil, ou en tout cas ce que moi j'en ai retenu au fur et à mesure de mes lectures, c'est il y a ce qu'on appelle la prosodie, hein, voilà, cette espèce de flow continu de la phrase et il faut que le flow ne soit pas, contrairement à mon expression orale, empêché en permanence.
le vrai conseil, quand est-ce qu'une phrase me paraît terminée, il me semble pour moi qu'on écrit avec beaucoup de chair et qu'ensuite il faut sécher énormément. En tout cas, c'est la manière dont moi je fonctionne, sécher énormément. C'est-à-dire que j'ai tendance à retrancher beaucoup plus que je n'ajoute, quoi. Parce qu'au final, c'est-à-dire que dans une phrase, vous avez peut-être, vous pouvez faire un effet stylistique, mais ça veut dire que celle d'après, bah, si vous en faites un aussi dans celle d'après, bah, ça y est, vous avez surchargé votre, votre barque et ça commence à prendre l'eau. Euh, donc, pour moi, je trouve que plus c'est à l'économie, plus c'est frappant quand vous voulez frapper. En fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que plus vous séchez, si subitement vous avez quelque chose de très sec et de très contenu et que juste la phrase d'après, vous faites arriver quelque chose qui frappe et qui fait marquer. Le fait même que vous ayez asséché les phrases d'avant fait ressortir mécaniquement la phrase d'après. C'est une question de mécanique comme ça. Et, euh, et ensuite de goût personnel aussi, parce qu'il y a des gens qui sont un peu logoriques dans la manière qu'ils ont d'écrire, mais c'est magique et c'est extraordinaire et c'est tellement bien écrit qu'on suit aussi très bien. Mais je pense que là, c'est une question de point de vue et je sais que personnellement, pour ma part, j'ai tendance à aimer l'ascèse dans ces questions-là, quoi. Et notamment sur le sujet de la violence, parce que c'est vrai que là, elle est... Excusez-moi, pardon, ça dérange personne si je fume, parce que Oh, non, pour le coup, ouais, non. Non. voilà, En personne plus, ne me, voilà. on ne Je sent ne pas suis pas l'odeur payé d'ici, par donc les, c'est bon. voilà, pas payé par les lobbies du tabac et c'est très mal de fumer, mais j'avoue que ça fait 45 minutes que je me retiens. Allez, allez-y. Notamment sur l'épure, c'est aussi une question sur la violence. Je trouve qu'elle est jamais spectaculaire. Elle est vraiment, elle est, comment dire, elle est présente, c'est évidente, mais le lecteur la suggère, la devine. Elle est jamais directe. Elle est toujours un petit peu diffuse, quotidienne. Elle est intégrée en fait au texte. Euh, Est-ce que pour vous, c'est aussi une position presque éthique d'écriture de ne pas la montrer? De manière trop vulgaire, comme on en voit régulièrement, que ce Ah soit oui, déjà directement dans les médias, en fait. On voit de la violence constamment. ouais, Là, pour ouais. le coup, on la voit sans trop... en tout cas, vous n'en dites pas trop non plus sur la violence. Mais c'est pareil, c'est de la manière dont j'ai l'impression d'observer le quotidien, c'est-à-dire que la violence chez les gens dont dont je fais partie est très souvent une toile de fond, c'est-à-dire que très rarement vous sortez dans la rue et quelqu'un sort un couteau et vous vole votre portefeuille, alors que la violence diffuse, la violence dans toile de fond, la violence parfois de certaines, je veux dire, sortir de chez Intermarché et voir un père qui hurle sur ses enfants et se rendre compte qu'il y a là une situation dysfonctionnelle et qu'il y a probablement des enfants qui souffrent, mais vous avez les sacs dans la main et puis il faut que vous rentriez chez vous et vous avez eu 35 secondes de violence dans votre vie. Et puis vous rentrez dans votre voiture et vous allumez la radio et puis il s'avère que c'est une musique que vous aimez bien et puis vous rentrez chez vous en sifflotant. Mais pour autant, vous avez eu accès à ces quelques secondes de violence et il me semble en tout cas que la manière dont elle agit et dont elle est rarement frontale, la violence. C'est-à-dire il y a des événements qui sont très rares dans une vie où on est face à des événements extrêmement violents. Malheureusement, ça arrive. C'est peut-être l'accident de voiture qui est le plus commun, malheureusement. Ouais. Où là, on est vraiment précipité dans quelque chose. Mais la plupart du temps, la violence, c'est insidieux, hein. Donc, il me semblait que l'écrire comme ça était intéressant. Et puis, c'est pareil, là, c'est pareil, on met un peu les mains dans le cambouis, mais il y a un moment de violence à la fin du livre. Si j'avais écrit avant 150 pages où il y avait des événements violents tout du long, ben, on est moins saisi quand on arrive au moment où c'est vraiment violent. Alors que si vous colorez votre toile de fond et puis que subitement vous mettez un énorme coup de pinceau, eh ben, voilà, il faut, il faut réussir à surprendre un peu enfin, en tout cas, essayer encore une fois, mais les gens qui vous lisent, quoi. Et, et puis, en termes d'équilibre global du texte, il y a forcément des choses que vous faites redescendre pour faire saillir les autres, quoi. Donc, mais bon, là, ça se justifie pour la violence, mais c'est aussi des questions de mécanique de livre, je dois dire. J'aimerais savoir, enfin, quand je vous ai lu, je trouvais que tout était extrêmement facile. Alors, c'est justement le talent d'un écrivain, c'est de faire croire que tout est facile dans l'écriture, mais qu'est-ce qui vous résiste? Qu'est-ce qui continue de résister à la fin de l'écriture de ce roman? Est-ce qu'il y a aussi des moments où vous êtes passé
par des moments de doute, par des moments de difficulté, notamment pour écrire certains passages, certaines scènes? Est-ce qu'il y a des scènes particulières qui vous ont donné du fil à retordre sur certaines thématiques? Racontez-nous aussi ça. Alors, je ne répète pas depuis quand est sorti Saltimbanque, promis, mais depuis tout ce temps, Non, mais voilà, qu'est-ce qui vous a résisté? il faut renverser le paradigme. Là, c'est plutôt que je fais 7 ans et demi de doute et 6 mois heureux d'écriture, et puis il s'avère que ça se passe bien, puis ensuite on travaille pendant 3 ans avec Lise pour réussir à en sortir quelque chose. Mais bon, moi, ce qui me résiste, mais en tout cas, ce qui m'intéressait dans ce livre-là par rapport au premier, qui était quand même un livre d'humeur énormément, c'était de... Moi, il y a quelque chose qui me terrifie, c'est-à-dire que c'est pareil, il y a des auteurs et des autrices qui font ça extraordinairement bien, mais moi, ça me fait peur. J'ai pas du tout envie d'écrire sur mon nombril pendant 45 pages et de parler de moi, ou d'un trentenaire qui a des soucis internes. Enfin, c'est pas très, très intéressant, me semble-t-il, alors que je trouve en tout cas que ce qui est peut-être le plus noble ou quelque chose que j'aimerais viser si j'arrive à continuer à écrire, c'est l'histoire, c'est-à-dire vraiment qui est une histoire écrite avec un début, une fin, quelque chose de la magie, parce que les livres servent à ça, sinon ouvrez les journaux, quoi, c'est la même chose mais sans la fiction, quoi. Enfin, et la noblesse même de la fiction, c'est à mon sens de pouvoir faire advenir de l'inédit, ouais, du nouveau, de l'action, des retournements de situation, Ça se perd, ça, des... François, aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, les vrais Bah, romans n'existent presque plus. bah ouais, bah, je suis pas de mon époque. Mais oui et non, parce que c'est pas vrai, parce qu'avec la somme de tout ce qui est écrit produit, réalisé, tout le monde peut y trouver son compte. Et moi, je sais que, je sais pas, je lisais Le Baron Perché il y a quelques mois d'Italo Calvino. Cette histoire, c'est quand même extraordinaire. Un gamin qui monte à un arbre et qui refuse d'en redescendre pendant 200 pages, bah, ça, c'est le quotidien de personne. Donc, vous allez rentrer dans le bouquin, puis vous allez le dévorer, vous allez vous jeter dessus. Et moi, si j'arrive un jour à voir quelque chose qui peut se... C'est aussi pour ça que je suis intéressé par tout ce qui est réalisme magique ou des choses comme ça. Seule l'écriture permet ça. C'est-à-dire que nos vies n'auront pas de réalisme magique, ou alors peut-être par des biais cognitifs qui nous permettront d'interpréter des signes en disant que c'est magique ou des choses comme ça. Mais pour le reste, sinon, malheureusement, c'est quand même assez plan-plan. Alors que la fiction permet de se projeter gigantesquement et d'arpenter des territoires qui n'existent pas. Et toute cette mécanique-là, pour moi, elle revêt beaucoup plus d'intérêt, à mon sens, encore une fois, mais ouais, que la vie dans la pauvreté, malheureusement, qu'elle peut avoir à offrir. Et c'est le privilège d'écrire, ça. Hein. On a le droit de rêver, quoi. Tout à l'heure, vous parliez de musicalité dans le rythme, etc. Est-ce que vous avez pensé à une bande son pour lire ce livre? Je pose régulièrement cette question, pas tout le temps, mais c'est vrai que là, ça mériterait une bande son, presque quasiment une playlist en fin d'ouvrage, pour aussi nous aider à entrer encore plus dans l'univers de Flora. Je ne sais pas si vous y avez pensé ou pas, si vous écrivez en musique ou non, mais c'est vrai que Euh, la musique apparaît presque naturellement. Alors non, parce que je suis assez éponge et du coup, si subitement dans les playlists de ce que j'écoute arrive un morceau trépidant avec des staccatos de violon gigantesques, subitement je vais me mettre à écrire un truc trépidant alors que bon bah il s'avère que dans le plan c'était pas. Donc, ça pour moi c'est dangereux justement. Enfin j'ai tendance à trop écouter. Et donc j'ai absolument aucune bande originale à conseiller, mais je sais que moi j'écris toujours avec un seul. En fait, j'ai tellement écouté un album qui est un album de William Sheller, parce que j'adore William Sheller, qui a le live à l'Olympia de 1991. Et en fait, j'écoute tellement cet album en boucle depuis 20 ans. Ouais, absolument, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un génie absolu. Et ça fait partie de ces personnes extraordinaires où si vous prenez les textes et que vous lisez les textes, la mise en musique, qui est extraordinaire, bien sûr, finalement, on peut s'en passer. Le texte en lui-même est extraordinaire.
il s'avère que j'ai tellement écouté cette personne, William Scheller, qu'aujourd'hui, je ne l'entends plus, en fait. Donc, j'écris toujours en mettant en boucle le même album parce que ça me permet de me concentrer sur autre chose, mais pour autant, d'être quand même dans c'est la couleur extraordinaire. Enfin, bon, si jamais vous savez pas quoi faire ce soir, écoutez Les petites filles modèles de William Scheller, et puis bah, c'est splendide, quoi. Donc, voilà, enfin, en tout cas, moi, ouais, ouais, pour autant, ouais, je sais pas du tout s'il y a. Je sais qu'il y a des auteurs qui aiment bien parler de musique dans les livres, etc. Mais ouais, il me semble que les décors et l'atmosphère, peut-être sont leur propre musique. Je sais pas si j'y mettrais quelque chose d'autre. Très bien, très bien. Et donc, il y a deux questions que je pose de manière récurrente aux auteurs. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu qu'il aimerait remettre au goût du jour. Alors, méconnu, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas un classique, qui n'est pas reconnu régulièrement dans les 10 meilleures ventes de la Fnac. Donc, qui Ok. avez-vous choisi, François, aujourd'hui? Bon, j'avais mal compris la consigne du coup, parce que je me suis creusé le crâne et je me suis rendu compte que moi, Et Jean Giono. Non. Ouais, non, mais voilà, non, mais c'est-à-dire que moi, je passe un peu mon temps à rattraper en littérature tout ce qui a été écrit avant moi, et j'ai tendance à arriver en me disant, dis donc, vous avez vu Gabriel Garcia Marquez, c'est quand même, c'est très très bien, et tout le monde est au courant depuis 25 ans, et puis en plus, moi, j'ai tendance à, quand j'apprécie énormément un auteur, une autrice, j'ai tendance à lire l'intégralité de ce qu'il ou elle a fait, et ensuite à passer à celui d'après. Donc là, en gros, j'en ai lu 8 à peu près, et ça n'avance pas, quoi. Mais du coup, il y a des gens que j'adore. Enfin, Alors moi, après, ça peut être un texte d'un grand auteur, mais qui est peu connu, en ouais. tout cas peu valorisé. Non, mais du coup, je suis parti sur autre chose. Enfin, j'ai une sorte de sainte trinité. Je sais que j'ai grandi avec Modiano, avec Jim Harrison, avec Romain Gary, Gabriel Garcia Marquez. J'ai adoré Jean-Paul Dubois avant qu'il obtienne son concours. Donc, je me dis que voilà. Mais du coup, non, j'ai pris un poète. Euh, en me disant personne ne connaît, puis j'ai vu qu'il avait reçu le prix Goncourt de la poésie en 2025, donc voilà. Mais c'est James Sacré, qui est un poète extraordinaire, et on parlait de style et de prosodie, et il a un style tout à fait surprenant, une manière presque morcelée d'écrire, presque heurtée, et c'est extraordinairement beau. Il y a un recueil qui est sorti chez André Dimanche, je crois, en 2001, qui s'appelle Une petite fille silencieuse, et qui, bon, alors, c'est pas joyeux, hein, ça parle de la perte de sa fille. Il a perdu sa fille quand elle était enfant, et c'est c'est le trajet de son deuil. C'est extraordinaire. C'est la manière dont il la cherche dans les rues, et où il raconte la manière dont il a l'impression d'entendre ses pas qui courent devant elle, alors qu'on parle d'une personne disparue, d'une gamine disparue. C'est ah bah ouais, ouais, bravo. Ouais, 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 c'est ça. C'est celui que j'ai. Euh, c'est splendide. Et je ne peux que le conseiller. Et il a une manière d'envisager la poésie, ou en tout cas sa manière d'écrire, c'est presque enfantin quand vous le lisez. C'est une écriture très 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 simple qui parfois même fait sauter des mots à droite, à gauche, et ne semble s'embarrasser de rien. Et pourtant crée une puissance, une beauté à la lecture. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je croyais qu'il était québécois, mais pas du tout. Il est français, il vit à Montpellier. En, J'ai fait ma- mes devoirs, j'ai regardé sur Internet avant pour En pas dire matière de de poésie, c'est bêtises. bon. Beaucoup de choses sont encore méconnues, donc tant mieux. Ouais, ouais, ouais. La deuxième question, c'est celle de se transposer dans un personnage de fiction, peu importe la fiction, pendant 24 heures. Est-ce que vous changeriez sa destinée également? Vous avez le droit de choisir qui vous voulez. François, qui avez-vous choisi ce soir? Alors, je changerais absolument pas sa destinée, parce que je trouve que ce serait surtout pas, c'est tabou, et faut pas changer, faut pas changer les destins des gens qu'on a aimé lire. Mais moi, je pense toujours à. C'est un bouquin avec lequel j'ai grandi, que j'ai découvert, encore une fois, un instituteur extraordinaire quand j'étais gamin, qui a décidé qu'il allait faire lire à toute sa classe de 9 ans, 10 ans, Le Grand Maul d'Alain Fournier. Déjà, bel effort. Moi, ça m'a saisi. J'ai peur qu'en le disant, on se rende compte que je ne fais que réécrire Le Grand Maul depuis, et que je vais continuer à faire ça pendant 30 ans si j'ai de la chance. Mais c'est François Sorel, c'est le personnage principal, qui est
ce gamin un petit peu timide qui boite un peu, qui est un petit peu à l'écart et qui voit débarquer dans sa vie le grand Augustin Maulne. Je trouve son personnage extraordinairement touchant. Je trouve que les ambiances de, ouais, d'école, Troisième République, et de campagne et du livre sont vraiment extraordinaires et vous précipitent dedans. Et puis pareil, la manière dont il fait advenir la magie avec le château des Sablonnières, Yvonne de Galais, moi, ça m'avait. À l'époque, ouais, il me semble que ça m'a transformé quand même. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas, vous l'avez si gentiment, si délicatement dit, à écrire un narrateur, parce que le narrateur du Grand Maulne est très effacé, parce que la caméra est braquée ailleurs, elle est braquée sur Augustin. Mais j'aime bien ça, je trouve que pas être toujours le personnage principal sur la mise en avant, la permanente. Bon, ça m'intéresse pas trop, quoi. Ça vous ressemble bien, pour le coup. Voilà. Bon, en tout cas, lui, il est très touchant. C'est un personnage très, très touchant, je trouve. Avant de nous parler, enfin de nous lire un second extrait, François, j'aimerais que vous nous parliez peut-être de la suite. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose? Est-ce qu'une idée germe? Je sais, je vous en demande beaucoup là, Bon, bah, du coup, on a déjà répondu à cette question. Dans 8 ans, Ouais. probablement. Euh, c'est compliqué quand même, hein. Voilà, Est-ce que pour vous, en fait, je me pose la question, est-ce que c'est une urgence d'écrire? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que vous écrivez régulièrement ou au contraire, ça viendra quand ça viendra et c'est pas un acte qui vous demande de l'urgence, justement. Est-ce que c'est ça ou pas? j'ai l'impression d'avoir changé sur ces questions-là. Alors, j'ai essayé d'être, parce que c'est compliqué comme question. Euh, Il me semble que si on veut se faire éditer, au bout d'un moment, enfin, c'est quand même qu'on veut être lu, donc je peux pas trop me jouer la posture. Il s'avère que oui, je suis quand même dans un acte de création, etc. Ouais, exactement, rendez-vous dans 8 ans. Euh, il, me il me semble on est obligé je sais que j'ai beaucoup lu, en tout cas, cette espèce de maxime qui dit que si on n'a pas la nécessité absolue de l'écriture, il faut laisser tomber. Si ça n'est pas un afflux vital urgent, etc., etc., ça sert même à rien d'essayer, oubliez tout. Je pense que quand j'avais 20 ans, donc il y a 15 ans, j'aurais été d'accord parce que c'est une espèce de posture romantique qui est nécessaire pour se protéger assez de ce que la vie a comme contre-proposition à l'écriture. Il faut bien se persuader un petit peu de son propre génie. Sinon, enfin, je veux dire, avant que Viviane puis Lise me disent que c'était OK, il n'y avait personne pour me le dire. Donc voilà, il faut bien faire acte de foi par soi-même. Mais plus je vieillis et plus j'ai tendance à remettre en question ce postulat-là, hein, le postulat de la nécessité impérieuse de l'écriture. Est-ce qu'il est fondamentalement vrai? En tout cas, si je le ressens pas, est-ce que ça veut donc dire qu'il faut que je pose le stylo et que je passe enfin mon CAP plomberie et que enfin voilà, c'est compliqué quoi. Il y a quand même quelque chose d'étrange par rapport à ça. Moi, je suis très embarrassé des postures artistiques de manière générale. Je sais pas quoi en faire. Ça me déborde des mains. Je suis assez embarrassé de l'écriture de manière générale aussi, de la posture artistique de manière générale aussi. Je pense que ce qui peut me sauver et qui fait que peut-être que je continuerai à écrire, c'est justement beaucoup plus essayer de naviguer vers réussir à écrire une belle fiction, de belles histoires qui sont très éloignées, et puis me regarder le moins possible le, pas de. À partir du moment où on met des règles, j'ai l'impression que moi, on met des obstacles, quoi. Si on dit, eh ben, très bien, il faut écrire tous les jours à 5 heures, entre 5 heures et 13 heures, puis machin, etc., ben, le jour où vous ne le faites pas, ben, subitement, vous vous mettez à douter. Non, c'est compliqué. Puis la vie en elle-même est déjà assez complexe à gérer comme ça. Donc, si j'ai de la chance et si je suis pas trop mauvais, je me dis que peut-être que je réussirai à devenir un auteur qui a réussi à trouver de la discipline dans l'écriture et du plaisir dans l'écriture et du bonheur. Mais je sais que je prends du plaisir à l'écriture dans la rêverie de l'instant. Et malheureusement, tout ce qui est avant, après,
et pour moi, quand même très compliqué, quoi. Et voir, enfin voilà, ouais, ouais, c'est voir. C'est vrai que c'est très souvent on se dit, oh, quand même, ce serait peut-être plus facile de laisser tomber et puis de juste essayer de profiter des quelques instants de bonheur que la vie vous donne et puis de faire une vie humble et simple et regarder les chiens des autres et passer des bons moments. Bon, je pense que dans l'absolu, il faut quand même écrire parce que, ouais, je sais pas. Voilà, j'ai pas encore de point de vue très forgé sur la question et puis je pense que si j'en forge un, il sera probablement faux 5 ans plus tard, donc je vois pas trop l'intérêt de le faire. Ce qui vous rend singulier aussi. Ouais. Il y a Hélène qui pose une question pour savoir si vous vous isolez pour écrire. Tout à l'heure, vous avez parlé en effet de l'absence de musique, mais est-ce que vous vous isolez ou au contraire, vous êtes dans la même observation des choses? Tout à l'heure, on a parlé un peu d'observation. J'ai l'impression que vous observez extrêmement bien, avec une grande acuité, mais est-ce que le fait de s'isoler ou au contraire d'aller dans un bar, d'aller potentiellement dans une voiture en regardant ce qui se passe aux alentours, alors, si vous conduisez pas, hein, bien entendu, mais est-ce que c'est ça aussi l'acte d'écrire? Est-ce que c'est l'isolement total ou pas? Ça, en plus, c'est un peu la question de quand commence l'écriture, et c'est clairement pas moi qui vais y répondre ce soir. Mais bon, pour moi, c'est deux temps différents, hein. Il y a quand même un. C'est-à-dire il y a effectivement le temps de la promenade et de l'observation, et puis il y a bien un moment où quand même il faut s'y coller, et puis là, ça devient terriblement concret. C'est-à-dire que subitement, il vous faut une trame. Ah, j'ai écouté une interview de Romain Gary il y a quelques temps où il disait, ah non, non, pas de trame, ça n'a aucun intérêt, moi je fais ça comme ça. Je dis, je suis pas Romain Gary, hein, très clairement. Non, il y a malheureusement un temps pour l'observation et pour la rêverie, puis malheureusement il y a un temps très concret où que vous le vouliez oignon, et ben, il va bien falloir que vous fassiez en sorte de vous poser à un bureau pendant 4 heures et puis d'avoir travaillé avant pour avoir une trame, pour savoir où vous commencez et où vous terminez. Et donc, puis l'isolation de toute façon. Alors écrire dans un bar, clairement pas, parce que il y a quand même, c'est pareil, je trouve qu'il y a quand même une posture, il faut quand même avoir un ego gonflé pour se mettre en position comme ça, ça me terrifie. Donc non, non, si je peux me mettre dans un coin et être tout seul, c'est bien. Et puis tout bêtement, c'est bien parce que ce sera plus efficace, quoi. Euh, bon, alors, d'aucuns disent, et je l'entends, qu'il faut être en capacité d'écrire partout parce que, ben, en fait, les gens ont des vies, ont des enfants, et qu'il faut ramener de l'école, qu'il faut changer, etc. Et du coup, il s'agit d'écrire dans les interstices. Moi, la posture que j'ai tendance à adopter, c'est plutôt d'essayer d'avoir la vie la plus plate possible pour avoir de gré ou de force tellement d'heures de temps devant moi que je finis forcément par écrire à un moment ou à un autre. Je sais que je suis très admiratif de ce que fait Jean-Paul Dubois, par exemple, qui passe 11 mois de sa vie à ne pas écrire. Et puis le 12e mois, il fracasse tout. C'est le mois de mars, je crois, ou de février. Et alors là, il y va pendant 25 jours. Ram, il enquille, il se lève le matin. J'ai essayé de procéder un peu comme ça avec ce livre-là, de dire, voilà, quand je m'y colle, je vais m'y coller violemment et vraiment disparaître au monde et travailler. Et là, vous rentrez en plus un peu dans une dynamique voilà, il y a une sorte il y a un côté courroie un peu, quoi. Ça auto-entraîne le moteur. Euh, mais le côté être tous les jours, je sais pas, peut-être que j'écrirais beaucoup plus si je faisais comme ça, mais enfin, pour l'instant, je m'en sens parfaitement incapable. Bon, ça veut pas dire que c'est une bonne chose, hein. C'est peut-être juste que j'y arrive pas, hein, voilà. Très bien, très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un second extrait, François. C'est à vous. Alors, bon alors du coup, là, j'ai choisi. Il faut remettre un peu de contexte parce que sinon ça va un peu tomber comme un cheveu sur la soupe. Mais il y a un moment où je fais un mini spoil, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a un moment où le grand-père, enfin le gardien du domaine qui avait envoyé le narrateur en mission pour ramener cette gamine, qui est la petite fille du gardien du domaine, décède, ce qui arrive malheureusement. Et la gamine est là. On est au moment où le corps est encore dans son cabanon de garde-chasse, quoi, finalement. Euh, et il y a cette effraction-là que je me suis dit que j'allais
vous lire ça. Et du coup, voilà, le narrateur vient de perdre, pour sa part, ce qui se rapproche le plus d'un père. Et il est avec, avec Flora, là, dont on parlait, quoi. Pardon, je vais prendre un coup d'eau parce que je parle beaucoup. Hop. Alors, allez. La nuit venue, incapable de dormir, je me suis levé et j'ai descendu l'escalier du manoir pour traverser la grande cour de gravier. J'avais besoin de m'asseoir à la table de jardin, devant la maison du gardien où j'avais tant traîné enfant, tandis qu'il vaquait à ses occupations quotidiennes. Je repensais au nom de son fils, sur le papier de l'employé des pompes funèbres, sous lequel j'avais apposé un gribouillis en guise de signature. Il n'y avait ni héritage, ni dette, rien qui, au regard de l'appétit des uns ou des autres, suscite un quelconque contrôle. Stéphane était parti comme il avait vécu, discrètement. Si l'on voulait garder un souvenir de lui, il n'y avait qu'à se servir dans ses outils, ses couteaux, ses vieilles vestes maltraitées par une vie à l'extérieur. J'allais me lever pour rentrer et farfouiller dans les tiroirs de la cuisine lorsque j'ai entendu le fracas distinct d'une vitre brisée à l'arrière de la petite maison. Après être resté quelques secondes à l'affût, je me suis dirigé jusqu'à la chambre où gisait le mort. Immobile, sa silhouette recroquevillée dans l'encadrement de la fenêtre qu'elle venait de forcer, Flora faisait face au grand corps de Stéphane. Les ombres des branchages fouettés par le vent dansaient sur les murs de chaque côté d'elle, se prenaient dans les bris de glace sur le battant de la fenêtre, tandis qu'elle étudiait, grave et les yeux étincelants, le masque funèbre de son grand-père, sa barbe broussailleuse et ses sourcils épais, ses mains inertes de chaque côté de son corps. À quoi pouvait-elle bien penser? J'ai choisi de garder ma présence cette nuit-là à la porte de la chambre pour moi. Je sais seulement que Flora, introuvable, n'a pas assisté à la maigre cérémonie du lendemain. Après avoir accompagné ma grande-tante, j'étais revenu patienter dans la cour de la maison funéraire et avais détourné les yeux pour éviter le panache de fumée grise qui montait depuis l'arrière du bâtiment. La petite ne nous a pas plus rejoints pour la longue marche qui nous a amenés, ma grande-tante et moi, vers le petit ruisseau du fond du domaine où nous avions choisi de déverser les cendres. Ou bien nous suivait-elle, à bonne distance, sous le couvert des fourrés. La seule réflexion qui m'est venue après l'exécution de cette pénible tâche est que tous les poissons qu'il avait manqués au cours de sa longue carrière de pêcheur devaient être bien goguenards de le voir ainsi rejoindre les algues et le lit sablonneux. Ou peut-être était-ce aussi le signe d'une mise en harmonie conclusive avec tout ce qu'il avait aimé. Lors du voyage retour, Flora a subitement fondu en larmes contre la vitre passager et elle est restée un moment ainsi, le corps secoué de sanglots. Elle refusait de tourner les yeux vers moi. Lorsqu'après m'être garé sur le bas-côté, j'ai pris dans mes bras son corps hoquetant, misérable, elle a crié plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi je pleure, morveuse et lovée contre mon torse. Une fois qu'on a vu ça, on est prêt à tuer pour protéger l'enfant dont vous a confié la garde. Je l'ai ressenti violemment, comme une brûlure de chaleur et d'angoisse. Dorénavant, je m'inquiéterai toujours de Flora. Voilà. Merci François. Merci à vous. En refermant Chasse gardée, il ne reste pas une histoire à raconter, il reste une sensation, quelque chose de serré, de légèrement déplacé, comme si notre regard s'était décalé de quelques degrés, juste assez pour que le monde ne soit plus exactement le même. Ce roman ne cherche pas à résoudre, il ne délivre aucun verdict, il laisse derrière lui des zones troubles, des questions sans réponse, des scènes qui continuent de travailler de manière sous-marine. Ce livre ne nous demande pas de juger, il nous demande de rester, de tenir face à ce qui se joue quand les règles sont anciennes, quand la violence est héritée ou quand le silence devient une forme de langage. Ce qui persiste, c'est la conscience aiguë de ce qui se transmet sans mots, de ce que l'on accepte par fatigue, par amour, par peur de perdre une place, de ces arrangements minuscules qui, mis bout à bout, fabriquent des systèmes entiers. La littérature ici ne répare pas, elle n'absout pas, elle éclaire. Elle pose une lampe basse sur ce que l'on préfère souvent ne pas voir, parce que regarder oblige à choisir. Chasse gardée est un livre qui nous demande du temps, pas seulement celui de la lecture, mais celui de l'après, celui où certaines scènes reviennent sans prévenir, celui où l'on repense à un geste, à un silence, à une phrase retenue. Il y a dans ce roman une pudeur rare, une manière de ne jamais voler la parole de ses personnages, ni celle de ses lecteurs, de laisser à chacun l'espace de sa propre responsabilité. Le livre trouve son apogée dans ce refus de conclure à notre place, dans cette confiance accordée à l'intelligence sensible de celui qui lit. Car quand un livre continue ainsi de respirer en nous longtemps après la dernière page, ce n'est pas qu'il a dit la vérité,
c'est qu'il a posé la bonne question et qu'il nous appartient désormais d'y répondre. Merci François Pierretti et Lise Chasteloup pour ce roman Chasse gardée aux éditions Viviane Ami. Merci beaucoup à tous Un, les deux. un grand Merci à merci. toi, Anthony. Merci C'est très Olivier. joli. Et Merci à tout le monde. Un grand merci à vous. merci François. Au revoir à tous. Au revoir.